Aujourd'hui, on entend régulièrement parler d'écocide, de théorie de l'effondrement ou encore de collapsologie pour tirer la sonnette d'alarme sur la surconsommation que nous faisons de nos ressources et la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes déjà. Concrètement, ce sont des concepts selon lesquels les peuples vont courir à leur propre perte en dévastant le monde qui les entoure et donc en venant à bout des ressources nécessaires à la survie de tous. C'est effectivement un scénario qu'on voit clairement au bout du chemin. Néanmoins, pour qu'une théorie ait une valeur scientifique, il faut qu'elle s'appuie sur des faits. Et donc, pour illustrer ce suicide écologique, on parle bien souvent de l'île de Pâques et de ses habitants, le peuple Rapa Nui. Vous avez certainement entendu dire que cette population s'est auto-génocidée en quelque sorte en détruisant son environnement, enchaînant donc catastrophes naturelles, etc., au point de disparaître en laissant un chaos total derrière elle, notamment les célébrissimes statues Moai encore couché au sol. Il s'agit de l'écocide, de l'effondrement le plus connu, le plus utilisé en exemple du phénomène, mais depuis 2020, l'anthropologie peut démontrer qu'en fait, tout cela n'est jamais arrivé. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors surtout, restez là. Déjà, très concrètement, la collapsologie, les écocides, la théorie de l'effondrement, c'est quoi? Eh bien, en très gros, c'est un peu la prophétie de la fin du monde apocalyptique. La collapsologie, tout d'abord, c'est un courant de pensée apparu vers les années 2010 qui envisage les risques, causes et conséquences d'un effondrement de la civilisation. On constate effectivement que l'homme altère son environnement durablement et irrémédiablement, et plus particulièrement l'homme de l'ère industrielle. Et donc il y a clairement derrière cette pensée une idée d'urgence écologique. C'est un mot hyper récent, il fait partie du dictionnaire depuis 2020 seulement. Un écocide, c'est la destruction d'un écosystème par les êtres humains, par des processus tels que la surexploitation, donc la déforestation, l'assèchement des mers, etc. Le terme n'est pas, comme on pourrait le croire, la contraction de écologie et de suicide ou génocide, bien qu'il pourrait et que finalement c'est ce que ça veut dire, mais en fait il vient de oikos en grec, donc maison, et cide en latin, qui signifie tuer. Du coup, littéralement, un écocide, c'est tuer sa maison. Depuis les années 70 déjà, de nombreuses ONG militent pour que l'écocide soit considéré comme un crime contre l'humanité et pour que des sentences officielles existent au sein de la Cour pénale internationale en cas de reconnaissance d'écocide. L'auteur Jared Diamond a écrit en 2005 un best-seller très connu qui s'appelle justement Effondrement. Il explique que c'est un processus selon lequel une population va donc détruire toutes ses ressources, se développer et se surmultiplier jusqu'à avoir défoncé tout son environnement et donc finir par crever de sa propre faute. On peut dire que finalement, collapsologie, théorie de l'effondrement ou encore écocide abordent finalement des trucs qu'on risque hyper concrètement. Mais j'ai bien dit qu'on risque. Même s'il est certain que l'état de la planète est actuellement catastrophique, en l'occurrence, les théories de l'effondrement, etc. ne sont pas des prédictions scientifiques concrètes. Et pourquoi on ne peut pas scientifiquement parler d'effondrement avec certitude ou d'écocide avec certitude? Eh bien parce que toute prévision scientifique bute sur ce qu'on appelle des signes noirs, c'est-à-dire des événements rares, impossibles à prévoir. Mais bon, en se basant sur des faits tels que des effondrements ou des écocides déjà observés, on peut néanmoins fonder une théorie, envisager plus ou moins un schéma
à partir de ce qu'il s'est déjà passé, de ce qu'il pourrait se passer si aucun signe noir n'intervenait. Mais l'autre problème, c'est qu'il faut savoir que les exemples utilisés pour parler d'effondrement, notamment dans le livre de Jared Diamond, sont, je cite, l'île de Pâques ravagée par ses propres habitants, le Yucatan rongé par les agriculteurs mayas, le désert du Nouveau-Mexique surexploité par les Indiens Pueblos et les colonies du Groenland mal habituées et vite abandonnées par les Vikings. Donc des populations non occidentales globalement et surtout traditionnelles. Et donc, selon la pensée évolutionniste encore trop présente dans nos sociétés, des peuples moins évolués. Est-ce que vous commencez à discerner le problème des théories de l'effondrement? Parce que concrètement, des écocides pour théoriser l'effondrement, il y en a eu plein, des très concrets. Type l'agent orange utilisé par les Américains au Vietnam pendant la guerre, qui était un herbicide ultra puissant destiné à détruire des forêts et qui a d'ailleurs détruit 20% des forêts vietnamiennes, et puis aussi 400 000 hectares de terres agricoles, 500 000 hectares de mangroves et 2 millions d'hectares de forêts donc. Et puis qui en passant a encore des effets sur la population aujourd'hui et toujours responsable de la naissance d'enfants sans membres ou avec de très graves malformations. Et ce, encore 40 ans plus tard. Pour autant, on parle toujours de l'île de Pâques quand on veut illustrer un écocide. Carrément, il y a un syndrome de l'île de Pâques, un concept inventé par l'économiste malgache Michel Domenicini Ramayaramanana en 1983, puis repris par Jared Diamond, où on aime bien imaginer une fin du monde apocalyptique qui sévit si vite que donc, comme on a dit dans l'intro, les dernières statues Moai n'ont même pas eu le temps d'être levées. Comme un espèce de coup de karma super vénère contre un peuple qui aurait déglingué toutes ses ressources sans réfléchir. C'est un peu un modèle de attention, si avec toutes vos technologies, vous savez pas être plus intelligent dans la gestion de vos ressources que les Rapa Nui, voilà ce qui va vous arriver à grande échelle. Et donc si on en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que cet exemple est issu d'une vision ethnocentriste qu'on a globalement du monde et qu'en plus, c'est totalement faux. Et c'est les sciences humaines, encore un peu trop considérées comme inutiles aussi, qui l'ont pointé du doigt. En effet, si l'on prend des infos biologiques, géologiques, etc., on pourrait croire que c'est ce qu'il s'est passé, car il n'y a plus la moindre ressource sur l'île. Mais si l'on se penche sur la pensée des habitants de l'île de Pâques, on comprend qu'ils n'ont jamais vécu un écocide et que tout cela est finalement un conte raciste. On raconte que la population de l'île de Pâques s'est effondrée au XVIIe siècle. Jusque-là, deux thèses expliquent cet effondrement. Premièrement, celle de l'écocide, donc la plus répandue, qui rend les Rapa Nui seuls responsables d'une fin du monde parce qu'ils auraient utilisé toutes leurs ressources naturelles bêtement. La seconde, celle de l'ethnocide, explique au contraire un effondrement provoqué par le contact occidental, donc par l'arrivée des colons. En fait, ces deux histoires, c'est le mauvais sauvage versus le bon sauvage. Mais depuis 2020 et la prise en compte de certains travaux anthropologiques, on commence à voir les choses un petit peu autrement. Partons au milieu du Pacifique pour comprendre, en gros déjà, le rapport à la Terre que peuvent avoir les peuples de cette région du monde. Parce que un des points communs à toutes les cultures du monde polynésien, c'est leur grand attachement à Whenua, la Terre avec un T majuscule. Bah oui, forcément, quand on parle de peuples insulaires qui vivent donc dans des petits archipels et sur des toutes petites îles, il y a un rapport à l'environnement qui devient forcément très particulier. Parce que sur une minuscule île, les ressources sont limitées. Mais aussi, ou peut-être de ce fait, on observe chez toutes les cultures du Pacifique une gestion extrêmement parcimonieuse des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il existe des périodes d'interdiction où les figures d'autorité religieuses vont édicter des interdictions temporaires ou saisonnières qu'on appelle tabous, interdits. Et ça, c'est mis en place pour préserver les espèces ou les récoltes, mais surtout pour pas de manquer de respect à la terre, à Whenua. Et s'il y a des interdits, c'est qu'il y a du sacré. Et je vous ai dit que les peuples du Pacifique étaient très attachés à la terre-mère, à Whenua. En fait, c'est pas seulement attaché, vous l'aurez compris, la terre, elle est sacrée. Et donc, étant sacrée, la terre ne peut
pas être envisagé comme un bien matériel et économique pouvant faire l'objet d'appropriation individuelle et matérielle ou encore d'exploitation. D'ailleurs, je vous laisse aller voir la dernière vidéo qu'on a fait sur l'anthropologie de la nature pour un peu comprendre ces différents rapports à la nature. Mais surtout, on observe chez les peuples du Pacifique des traditions d'expatriation vers de nouvelles terres lorsque les ressources locales semblent être trop exploitées. Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, pour vous parler plus précisément de l'île de Pâques et des habitants de l'île de Pâques, on sait que le peuple Rapa Nui s'y trouve depuis environ l'an 1200, puisqu'ils ont migré d'autres îles. On sait qu'ils ont commencé à construire les moaïs vers le XIVe siècle, et on sait également qu'en 1722, il y a eu le débarquement des colons hollandais, en 1770, les Espagnols, en 1774, le capitaine Cook, en 1786, la Pérouse, et puis c'était parti. Et avec eux, surtout, ont débarqué les maladies, les enlèvements, les raids marchands, et à la fin du 19e siècle, il ne restait plus qu'une centaine d'autochtones Rapa Nui. Néanmoins, fun fact assez ouf, en tout cas pour une ethnologue, la culture autochtone Rapa Nui est restée relativement intacte et s'est transmise de manière beaucoup plus intacte que celle d'autres sociétés colonisées. Bref, un autre truc qu'on sait, c'est que sur l'île de Pâques, il y avait un écosystème assez complexe, avec beaucoup de variations climatiques et des nappes phréatiques assez fragile. Mais là aussi, la société Rapa Nui était plutôt adaptée à son milieu naturel, sinon elle y serait sûrement pas restée 5 siècles pépouze de toute façon, et utilisait des technologies visant à protéger et améliorer les rendements et la terre, avec les manavai par exemple, des sortes de jardinets en pierre, ou encore l'emploi des propriétés du basalte. Et puis, on sait que, comme les autres cultures polynésiennes, les Rapa Nui observer la tradition d'expatriation dont je vous ai parlé, puisqu'ils sont arrivés en 1200 depuis des îles voisines. Et donc tout cela mis bout à bout, vous l'aurez compris, les Rapa Nui n'ont pas vécu d'écocide. Cela ne peut pas arriver selon la pensée de la culture Rapa Nui. En fait, ils se seraient barrés bien avant que cela ne se produise. En revanche, les Rapa Nui ont rencontré plein de signes noirs, c'est-à-dire plein d'imprévus, comme divers débarquements de colons, comme l'arrivée de certaines maladies, comme des aléas climatiques aussi, tels que des périodes de sécheresse en 1570, en 1720, ou encore l'arrivée d'espèces invasives comme le mouton, qui a totalement déglingué les terres de l'île de Pâques. Avant de finir la vidéo, je voudrais quand même rajouter un petit mot sur cette histoire de statue à terre. Bon, on passe les théories complotistes et autres débarquements aliens. Restons sur la pensée selon laquelle l'apocalypse auto-créée par les Rapa Nui les ait flingués si vite qu'ils n'aient même pas eu le temps de terminer leur statue. Eh bien la réalité, c'est que les statues ont été basculées à terre entre le 18e et le 19e suite à l'intégration du christianisme, pour être ensuite redressé au cours du XXe, sans doute parce que les autochtones ont changé de culte pour vénérer Makemake, parce qu'en fait ces statues couchées ou levées, c'est juste pour répondre à des cultes, mais surtout à des changements de culte liés à l'arrivée des colons et du christianisme. Mais donc en fait, la société de l'île de Pâques ne s'est jamais effondrée. Elle a été colonisée, elle a été dévastée, les Rapa Nui sont probablement partis, mais l'île de Pâques n'est en aucun cas un exemple d'écocide ou d'effondrement. Mais on l'utilise toujours, car nous vivons toujours dans un monde très évolutionniste qui pense que des sociétés sont moins smart que les autres et n'intègrent pas que chaque être vivant en est au même stade d'évolution. Que ce soit le caillou, le rat, l'éléphant, le chêne, en passant par les hommes de toutes les origines, nous en sommes au même stade d'évolution. Et en plus, des exemples d'écocide, ça sert à rien d'aller les chercher chez les sauvages qui savaient pas ce qu'ils faisaient, donc comme nous, on est plus évolués, on va prendre exemple et pas faire la même chose, parce que finalement, on en a malheureusement un paquet au sein de nos propres cultures. Il y a des écocides dans la culture occidentale et du coup, on en a aussi un peu au sein de la culture mouton expat sur l'île de Pâques. Du coup,